Donc la réponse européenne est assez, disons, instable, puisque tout d'abord, le président de la Commission, M. Juncker, avait proposé de partager 60 000 demandeurs d'asile. C'était le chiffre qu'il avait annoncé en mai-juin 2015. Ensuite, compte tenu du refus des pays européens d'accepter des quotas, il a proposé 120 000 plus les 40 000 qu'on n'avait pas accueillis, donc 160 000 demandeurs d'asile à partager entre les pays européens. On en est toujours là. Il y a des pays qui refusent ou qui, disons, font un peu la sourde oreille, comme les pays d'Europe centrale et orientale. On a vu une sorte de ligne de fracture en Europe entre l'Europe de l'Ouest, qui accepte plus ou moins les chiffres proposés par la Commission européenne, qui sont faibles. Pour la France, c'est 30 000 personnes sur 2 ans, par exemple. Et puis, les pays de l'Est qui ont du mal à se résoudre à accueillir des gens qui sont de culture musulmane, qui viendraient affecter l'idéal, disons, de peuple homogène auquel ils ont décidé de se conformer. Par ailleurs, on a aussi la question du partage entre les pays qui sont sur la frontière extérieure de l'Europe, Italie, Grèce, vers lesquels la plupart des pays européens ont repoussé la tâche d'accueillir les demandeurs d'asile, et puis les autres qui sont protégés par leur distance géographique. Il n'y a pas seulement les îles grecques et les îles italiennes, il y a par exemple la route des Balkans. Aujourd'hui, la route des Balkans, ça consiste à entrer par la partie européenne de la Turquie, la Thrace, en Grèce, et ensuite d'aller en Macédoine, et ensuite, comme la Hongrie a fermé ses frontières, de passer à travers la Serbie et puis la Slovénie ou la Croatie jusqu'en Europe du Nord, Allemagne, Autriche, et notamment, et tout à fait pays scandinaves. Donc on est aujourd'hui dans ce contexte-là, avec beaucoup de difficultés finalement de la Commission de faire accepter l'idée de la solidarité entre les pays européens. Donc il y a à la fois une crise de la solidarité et une crise de la dissuasion, puisque la politique européenne depuis les années 90 c'est une politique essentiellement de fermeture des frontières pour les nouveaux arrivants, une politique de durcissement tous azimuts des listes de pays sûrs pour les demandeurs d'asile, durcissement des critères du regroupement familial, des critères très élevés pour les gens qui entrent dans les métiers, disons, les plus qualifiés. Mais en même temps, on a échoué dans cette stratégie de dissuasion, de répression, puisque les migrants continuent à venir, entre autres, en Europe. Et également, on a des sans-papiers, on a des morts aux frontières. Le trafic, surtout du passage, est devenu florissant. Plus on ferme la frontière, plus le trafic prospère. Alors, si on quitte l'Europe pour regarder... Alors, l'Europe essaye aussi de négocier avec ses voisins non européens, et notamment avec la Turquie, puisque la Turquie a accueilli 2,2 millions de demandeurs d'asile syriens depuis les 4 millions qui sont sortis de la Syrie, le reste étant accueilli par le Liban, 1,2 million, et par la Jordanie, 600 000, des très petits pays en termes de population. Et donc la Turquie négocie 3 milliards d'euros pour l'accueil de ces nouveaux arrivants, la suppression des visas pour les Turcs vers l'Europe, puisque la Turquie a aujourd'hui un solde migratoire négatif, c'est-à-dire qu'il y a moins de Turcs qui vont en Allemagne que de Turcs qui reviennent en Turquie. Donc la Turquie ne représente plus un risque migratoire, comme le Mexique d'ailleurs, et demande la suppression des visas, ce qui est assez logique. Par ailleurs, la Turquie demande également la renégociation de sa candidature à l'Union européenne. Donc la Turquie négocie gros, compte tenu de sa place stratégique dans cette crise. Par ailleurs, le Maroc aussi fait l'objet de négociations. Il y a eu un sommet euro-africain qui s'est tenu à La Valette à l'automne dernier, au cours duquel on a discuté des politiques de retour, on a discuté des politiques d'aide au développement, on a discuté des visas pour les très qualifiés des pays du Sud vers l'Europe. Et le Maroc, notamment, résiste à l'idée d'accepter de reprendre tous les sans-papiers qui viendraient de l'ensemble de l'Union européenne.
parce qu'il dit qu'il mettrait en péril sa diplomatie de voisinage avec les autres pays africains d'Afrique de l'Ouest. Donc le Maroc aussi a compris que la question migratoire pouvait être un objet de diplomatie internationale à négocier de façon très serrée avec l'Europe, si l'Europe comptait sur le Maroc pour contrôler sa frontière nord. Il ne faut pas oublier qu'il y a la fameuse enclave espagnole de Ceuta et Melilla, avec un mur qui a été érigé de plusieurs mètres de haut. Il y a eu des morts déjà, et c'est une attraction pour les subsahariens qui arrivent que d'essayer de traverser ce mur pour se retrouver en Europe. Et donc, il y a tout un... Aujourd'hui, le Maroc est transformé, comme la Turquie, en pays d'immigration et de transit du fait de sa proximité de l'Europe. La Libye aussi est un autre problème. Elle a fait l'objet de beaucoup de négociations dans la période antérieure à 2011. Et aujourd'hui, comme c'est un chaos politique total, c'est le lieu des passeurs. Donc beaucoup d'entreprises de passage à travers la Méditerranée se trouvent en Libye pour des subsahariens. Alors, quittons un peu l'Europe pour aller un peu plus au sud. Et notamment en Afrique, aujourd'hui, les gens qui travaillaient, les subsahariens, notamment venant du Niger, venant du Soudan, qui travaillaient en Libye, puisque c'est un pays peu peuplé d'immigration, à la différence des autres pays du Maghreb, eh bien, ces gens-là ont gagné un peu d'argent en travaillant dans le gaz et le pétrole. Et donc, comme la situation est difficile aujourd'hui, ils essayent d'aller en Europe. Et ils trouvent une offre de voyage qui est constituée par les passeurs à travers la Méditerranée.